La grande majorité de ce qu'on appelle les collabos ne disaient pas qu'ils étaient pro-allemands, ils affirmaient au contraire être patriotes et servir la France. De la même façon que à notre époque, ceux qui sont les plus européistes prétendent être patriotes et servir la France. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Berlin. Le 8e anniversaire de l'avènement du national-socialisme est solennellement célébré dans la capitale du Reich. À cette occasion, le Führer chancelier arrive au Palais des Sports où il va prononcer un important discours. L'année 1941, j'en ai la conviction, a déclaré le Führer en parlant de l'ordre nouveau, sera l'année historique du grand regroupement de l'Europe. À Paris, l'exposition de la France européenne est inaugurée au Grand Palais en présence du militaire Beffelsaber en France et du représentant de l'ambassade d'Allemagne. Monsieur l'ambassadeur de Brinon, ayant à ses côtés Monsieur de Lesdin et le représentant du nonce apostolique en France, procède à l'ouverture solennelle. Ainsi, l'exposition de la France européenne est un acte de foi et un acte d'énergie. Nous entendons prouver que la France est prête à fournir volontairement sa contribution au monde qui s'édifie, et nous mettons simplement sous les yeux le principal de son apport. Par une ordonnance schématique, nous engageons le visiteur à réfléchir et nous lui proposons des conclusions, certains qu'il n'en existe pas d'autres que la participation complète et loyale à la construction de l'édifice futur. Permettez-moi de souhaiter que cette exposition inspire aux étrangers de justes jugements sur notre pays, en même temps qu'elle procurera aux Français, avec des motifs de mieux comprendre, de solides raisons d'espérer. Le cortège officiel parcourt les stands de cette manifestation, la plus importante des expositions que Paris ait connue depuis 1937. C'est aussi pour faire face à l'angoisse de l'heure que les représentants les plus autorisés du monde du travail se sont réunis à Paris sous le double signe de la révolution nationale et de la collaboration européenne. L'allocution de Ménard. Où je parle, m'adressant à des militants syndicalistes ouvriers qui ont espéré et pensé toute leur vie dans la révolution. C'est au moment où je m'adresse à des hommes qui ont espéré en la paix parce que l'objectif du syndicalisme c'était d'aboutir à la paix entre les peuples, et bien que la France, dans les circonstances où nous sommes, n'abandonne pas sa mission, n'abandonne pas sa tradition, qu'elle s'intègre dans l'Europe pour faire la révolution et la paix entre les peuples.
Rey lui succède à la tribune. Les Français, et c'est à leur honneur, continueront à penser français. Ils demeureront pétris de ce qui est leur sol, de la nature de leur pays, du climat de leur pays, de l'air de leur pays. De Marmande, qui est l'historien de Proudhon, sait que lui n'avait pas distingué les gens de ce côté du Rhin et ceux de celui-ci. Il avait dit, les Rhénans respirent tous les deux le même air et ils pensent de la même façon. La ligne du Rhin est une ligne artificielle, avait dit Proudhon. Si nous savons garder notre foi et discipliner nos efforts, nous saurons donner au monde étonné l'exemple d'une renaissance qui dépassera en grandeur toute celle de notre histoire. Les amis, l'Europe est en marche, rien ne l'arrêtera. L'exposé de Marcel Déat. Même si demain, le salut de la France ne devait être confié qu'à l'effort privé, à l'effort volontaire des légionnaires, je suis sûr que cela, vous l'accomplirez ensemble jusqu'au bout, et que la France sera sauvée. Clémenty. Ce n'est pas la France qui a été battue, ce n'est pas le peuple français, c'est la bande de salauds, de juifs et de capitalistes qui nous dirigeaient. Jacques Doriot. La lutte qui est ouverte contre le bolchevisme doit se terminer par son écrasement. Sans l'écrasement du bolchevisme, pas d'Europe. Ce conflit nous intéresse en tant qu'Européens, mais il nous intéresse aussi en tant que Français. Disons-le tout net, si la France veut rester une puissance européenne et mondiale, si la France veut rester digne de l'Europe, il faut qu'elle se batte avec elle contre le bolchevisme. Il n'y a pas d'autre issue pour nous. Des bureaux d'engagement ont été ouverts aussi bien en zone occupée qu'en zone non occupée. Le bolchevisme battu fera l'Europe unie. La Légion des volontaires français. C'est à Versailles, à la caserne Borgnis-des-Bordes, que s'est rassemblé le premier contingent de la Légion anti-bolchevique. Ces jeunes Français, rentrés pour la plupart dans leur foyer depuis quelques mois à peine, se sont engagés avec le consentement du maréchal afin de participer à la croisade de l'Europe contre le bolchevisme. Le lendemain, à l'aube, c'est le départ vers le front. Grâce à ces hommes de chez nous qui vont défendre leur idéal, l'idéal de la révolution nationale, la France, elle aussi, combattra pour la défense de la civilisation menacée. Demain, nos trois couleurs flotteront à l'Est, mêlées au drapeau de tous les alliés d'Europe. Demain, la France sera présente dans le combat décisif d'où naîtra l'Europe unie. Nous avons eu tort en 1939 de faire la guerre. Nous avons eu tort en 1918, au lendemain de la victoire, de ne pas organiser une paix d'entente avec l'Allemagne. Aujourd'hui, nous devons essayer de le faire. Nous devons épuiser tous les moyens pour trouver la base d'une réconciliation définitive. Je ne me résous pas, pour ma part, à voir tous les 25 ou 30 ans la jeunesse de nos pays fauchée sur les champs de bataille. Pour qui et pourquoi? Qu'avons-nous fait de notre victoire de 1918? Ma présence au gouvernement a une signification qui n'échappe à personne, ni en France, ni à l'étranger. J'ai la volonté de rétablir avec l'Allemagne et avec l'Italie des relations normales et confiantes. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. Ainsi donc, comme je vous le disais le 20 avril dernier,
nous voici placés devant cette alternative, ou bien nous intégrer, notre honneur et nos intérêts vitaux étant respectés dans une Europe nouvelle et pacifiée, ou bien nous résigner à voir disparaître notre civilisation. Je veux être toujours vrai. Je ne peux rien faire pour vous sans vous. Nul ne saurait sauver une nation inerte ou rétive. Seule l'adhésion du pays peut faire d'une politique sensée une politique féconde. Je sais l'effort que certains d'entre vous doivent faire pour admettre cette politique. L'éducation que nous avons généralement reçue dans le passé ne nous préparait guère à cette entente indispensable. J'ai toujours trop aimé mon pays pour me soucier d'être populaire. J'ai à remplir mon rôle de chef. Quand je vous dis que cette politique est la seule qui puisse assurer le salut de la France et garantir son développement dans la paix future, vous devez me croire et me suivre. À Lille, M. Philippe Henriot, secrétaire d'État à la propagande et à l'information, s'adresse aux Français. On a salué tout à l'heure le maréchal. Si vous n'aviez eu pour vous défendre, mes compatriotes français, au lendemain d'une défaite dans laquelle tout le monde avait perdu la tête, que vos professeurs de patriotisme d'aujourd'hui, abrités derrière les micros de Londres ou d'Alger, je voudrais bien savoir où vous en seriez. On nous dit que nous ne sommes pas des patriotes parce que nous acceptons la politique de collaboration avec l'Allemagne, parce que nous pensons qu'il y a là une opération européenne indispensable. On nous dit que nous ne sommes pas des patriotes, nous qui acceptons le fait de la défaite, qui en avons le cœur aussi meurtri et aussi déchiré que vous, mais qui entendons partir de là courageusement pour faire les efforts nécessaires et remonter avec des méthodes françaises, sous des chefs français, pour assurer un relèvement français. Et c'est vous qui nous dites que nous ne sommes pas des patriotes, vous qui avez tellement perdu la foi dans votre patrie que vous ne comptez plus que sur l'étranger pour lui rapporter ce qu'elle a perdu. Nos choix sont faits depuis longtemps. Nous n'avions pas à choisir la France. Nous avons suivi la pente de notre être et obéi à nos instincts, comme le maréchal en juin 40. Nous avons choisi l'Europe comme un montoir, parce que c'était le bon sens. Et parce qu'aucun autre cadre ne s'offrait à nos destinées collectives. Et nous voici maintenant patrons, techniciens, ouvriers, serviteurs de l'État, en face des plus dures épreuves. Nous ne tiendrons que si nous nous tenons serrés les uns contre les autres, solidaires et fraternels. Les Français vont faire, face à la mort, un pacte d'unité et d'amitié qui se passera de formules et de palabres. Si vous daignez enfin tous comprendre ce qui est accompli, admettre l'irrévocable et vous jeter d'un cœur joyeux vers l'avenir, tout sera sauvé, le cœur et l'esprit. Au Vélodrome d'hiver, les combattants de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme, acclamés par 20 000 spectateurs, lancent un vibrant appel à la jeunesse de France.
commandant de Messine prend le premier la parole. Bousculé, écrasé, assommé à coups de vérité dans ce peuple qui s'endort. Cinglé, flagellé, voyez cette jeunesse désaxée. Monseigneur Mayol de Lupé. C'est un beau mystère, une chanson de geste qu'écrivent nos gars à la pointe de leur baïonnette, avec l'encre de leur sang, sur cette immense page blanche de la neigeuse steppe russe. Jeunesse de France, comprendrez-vous le spirituel de la Légion française? Enfin, le lieutenant Jacques Doriot monte à la tribune. Je veux saluer ces premiers pionniers qui ont affronté les rigueurs du combat de 1941 et les rigueurs encore plus dures du terrible hiver de 1941-42. Grâce à la Légion, la France a la possibilité de reconstituer la seule force militaire qui peut être acceptée en Europe, puisqu'elle concourt à la défense commune. Ne sait-elle pas, notre jeunesse, que si elle ne combat pas la jeunesse d'Europe qui donne son sang à flot sur le front de l'Est, n'aura que mépris pour elle? Avoir 20 ans, vivre à l'époque la plus grandiose de l'histoire humaine et faire le zazou physiquement et moralement. Quelle décrépitude et quelle déchéance! C'était l'immeuble du Berlaymont. Maintenant, il y a derrière moi l'immeuble Charlemagne, qui est tout à côté. Vous voyez d'ailleurs à quel point le drapeau bleu aux étoiles d'or est obsessionnel. Partout dans tous ces bâtiments de nature un peu inquiétante, voire totalitaire, on voit ce drapeau bleu aux étoiles d'or qui s'impose comme une espèce de lavage de cerveau permanent pour tous les fonctionnaires européistes. Quelque chose d'inquiétant également, ce sont ces statues. On se demande vraiment ce que les artistes avaient à l'esprit. Tout à l'heure, on voyait l'étonnante stèle de Robert Schuman. Ici, nous avons sur ce bâtiment qui abrite notamment la Direction générale des affaires financières, nous avons des statues extrêmement inquiétantes, des enfants aux yeux hallucinés comme s'ils avaient vu la mort. Est-ce que franchement, ces statues donnent envie de connaître le futur? À mon avis, la réponse est non. Et c'est inconsciemment ce que l'artiste a voulu signifier. Ces statues représentent-elles la jeunesse européiste, la jeunesse que nous prépare la construction européenne? En tout cas, il y a vraiment de quoi être très inquiet. On voit une jeunesse en guenilles, les pieds nus, les yeux hallucinés comme s'ils avaient fumé du hashish, avec au fond, toujours et encore, le drapeau bleu aux étoiles d'or. Juste en face de l'immeuble Charlemagne que nous venons de voir se trouve un autre immeuble qui est écrit, comme vous le voyez, en européen. Housing the Heart of Europe, c'est-à-dire nous abritons le cœur de l'Europe. Devant ce bâtiment se trouve une statue, elle est également très étrange, qui témoigne de l'inspiration sulfureuse qui anime les artistes sélectionnés par les institutions européennes. On voit un homme en loque, en liquette, qui semble se réveiller la nuit, sortir d'un cauchemar, l'air halluciné, dégoulinant de sueur. Il a un pied sur le sol et un pied en avant. On a l'impression qu'il va tomber dans un gouffre. La métaphore est absolument stupéfiante. Pourquoi cet artiste a-t-il été sélectionné par les institutions européennes, si ce n'est finalement parce que tout le monde, les dirigeants y compris, savent que la construction européenne nous entraîne dans le gouffre. À moins que la métaphore soit différente et que ça ne soit la volonté d'écraser les peuples et la démocratie avec ce nouvel empire qui n'est autre qu'une prison des peuples.